aussi. Ok. Bah, du coup, moi, c'est Jean-Noël Crétinois. Je suis étudiant entrepreneur et voilà, j'ai intégré le programme d'accélération de School Lab d'octobre 2019 à avril 2020. Programme qui a été un peu interrompu par certains événements sanitaires. Euh, je suis aussi sportif de haut niveau en équipe de France d'athlétisme. Voilà, je suis en équipe de France depuis 2011, donc ça fait maintenant 9 ans. Et voilà, j'ai créé la marque New Drip Official. C'est une marque de vêtements de luxe urbain axée sur le marché US. Et, euh, et voilà, je travaille avec surtout des danseurs et des artistes. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, le sujet du jour, c'est comment tripler ses ventes en temps de crise. Et ça, c'est véridique. Donc, donc voilà. Tu me dis en gros déjà, parce que voilà, je suis. C'est cool, Euh, quoi. Peut-être est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur comment est-ce que tu as réussi à tripler tes ventes très, très brièvement, de façon synthétique. Je sais qu'après tu vas y revenir en détail, mais Ça marche. pour un peu qu'on ait une idée de la structure de. Ok. Ben, en soi, pour augmenter, pour tripler en fait ses ventes, la première chose à faire, selon moi, c'est de définir en gros son, son entreprise, son activité comme numéro un de son secteur. C'est-à-dire qu'en gros, le seul fait d'être numéro un, enfin de se considérer comme numéro un, va faire qu'on va mettre en place des actions qui seront différentes, qui vont résonner différemment auprès des personnes avec qui on va traiter. Voilà, il y a plein de choses, etc., qui y sont liées. Et je vais expliquer tout ça en détail. En détail, je vais tout dire. Et, voilà, tout dire. Donc, voilà, je pense parler voilà, enfin, de mon expérience en priorité, de ce que moi j'ai connu, de ce que j'ai testé, parce qu'en gros, c'est pas de la théorie, c'est que de la pratique euh, bah, comme a dit Paul, un retour d'expérience, donc c'est que ce que j'ai testé. Donc j'ai échoué, j'ai aussi euh, réussi des petites choses bah, qui font la différence au final, puisque euh, en soi, en général, sur 70% d'échecs, on obtient ben, 30% de réussite. Et c'est que ce faible pourcentage-là de réussite qui fait ben, une vraie différence sur le business. Ensuite, ben, je vais parler des problèmes de la crise actuelle et de comment, en fait, on peut, euh, on peut choisir enfin, d'axer son activité de manière à ce que cette crise, en fait, soit une opportunité et pas un problème. Voilà. D'ailleurs, dans l'écriture, il me semble, japonaise ou chinoise de crise, en fait, il y a un anagramme qui signifie, en fait, opportunité dedans. Donc, en gros, voilà, il y a toujours des opportunités dans une crise. Et voilà, je vais aborder cette, euh, cette partie-là. Euh, je souhaite aborder ça plutôt comme une discussion, donc je vous invite vraiment à prendre des notes, un carnet, un stylo pour pouvoir ben, justement mieux intégrer, selon moi, ben, ce que je vais partager. Voilà. C'est comme ça que je vois la chose et c'est comme ça que je vous le partage. On va parler un peu de technique et beaucoup d'état d'esprit. Parce que clairement, c'est ce qui fait la différence sur le résultat. C'est au final ce que tu as dans la tête qui va faire en sorte que tes résultats vont suivre, quoi. Parce que même si on peut appliquer les techniques les plus efficaces du monde, au final, c'est ta persévérance, c'est comment dire, ta vision des choses, c'est ton positionnement, c'est à quel point tu as envie que ça fonctionne, qui feront la différence. Voilà. Donc en gros, c'est un peu comme ça que euh, je vais, euh, je vais aborder la chose. Euh, et par rapport à la technique, on va parler essentiellement des influenceurs Instagram, très à la mode, des influenceurs Instagram. Actuellement, en fait, avec ma marque de vêtements, je travaille avec
avec un influenceur sur le Texas qui a 900 000 abonnés sur Instagram. J'ai bossé avec aussi deux influenceurs qui avaient 1 million d'abonnés. Et là, on est en négociation avec une influenceuse qui est sur Los Angeles et qui a 2 millions d'abonnés. Donc tout ça, en gros, comment travailler avec des influenceurs pour pouvoir justement développer son projet. Je vais aborder tout ça, surtout à la fin, parce que voilà, ce sera un peu la conclusion, la partie principale technique. Et puis, j'ai une petite surprise. J'ai une petite surprise. Euh, En gros, souvent, on me demande quel est le rapport entre ma pratique de sportif de haut niveau en équipe de France avec celle de mon business. Et souvent, en fait, la question revient, etc. Donc, je vais aborder tout ça à la fin du webinaire, comme une petite surprise et tout. Voilà. Ça va Oh, donner, c'est cool? ça va donner envie à tout le monde de rester jusqu'au bout, je pense, parce que c'est, je crois, un sujet qui intéresse pas mal de monde, effectivement. J'espère, hein. C'est une bonne cerise sur le gâteau. Ouais. Ok. Donc, comment tripler ses ventes? C'est le sujet du jour. Donc, comme j'ai dit, je vais parler de mon expérience uniquement, de ce que j'ai testé, de ce que j'ai mis en place. Et tout ça, en gros, je l'ai appris des plus gros marketeurs américains et des meilleurs marketeurs également en francophonie. Donc, du coup, c'est des choses qui sont déjà éprouvées et que j'ai en fait adaptées à mon activité, adaptées à ce que je fais. Je n'ai absolument rien inventé. D'ailleurs, il ne faut jamais réinventer la roue. Il faut juste adapter en fait ce qui se fait déjà à notre activité. Voilà, c'est un principe de base. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous dire justement ce benchmark que tu as fait, des meilleurs influenceurs, des personnes référentes dans leur secteur? Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'y es pris, qui t'a identifié? Est-ce que tu as des références que tu pourrais partager aux entrepreneurs dont ils pourraient s'inspirer aussi? Alors, j'ai travaillé avec principalement des collaborations aux US. Donc, il y a euh, un danseur qui s'appelle Ghetto Spider. C'est un danseur qui se déguise en Spider-Man et qui fait des vidéos de danse sur le Texas, aussi sur Los Angeles. Il a été invité à la promotion du film Spider-Man qui est sorti l'année dernière. Donc, il était sur le tapis rouge, tout ça. Euh, et il est repartagé par pas mal d'artistes urbains tels que les Migos, tels que Cardi B, parce qu'en fait, ils dansent sur leur musique. Et comme il a de l'impact, donc en gros, en fait, il est reposté par ces personnes-là, qui, elles, par contre, ont des 10 millions, 15 millions d'abonnés sur Instagram. Donc, ça commence à être plus costaud. J'ai travaillé aussi avec une fille sur Los Angeles qui s'appelle Jessica Vanessa. Son Instagram, c'est itsjbabyxo. Elle a 1 million d'abonnés. Et elle, en fait, elle fait plutôt des vidéos humoristiques, des vidéos, des courts-métrages de scénarios de films sur Instagram. Parce que bon, elle est Hollywood, c'est un peu le secteur, quoi. C'est un peu le secteur. Donc voilà, j'ai bossé avec elle en mars, avec Keto Spider en juillet 2019. J'ai aussi une collaboration en France avec VG Dream. Ramener la coupe à la maison. Donc voilà, il a porté en fait aussi mes vêtements et il a fait un peu la promotion euh, sur ses réseaux, Instagram, Snapchat. Il est parti en studio avec, il a fait pas mal de visuels avec. Mais je vais revenir vraiment précisément sur comment en fait choisir les bons partenaires, choisir euh, enfin, enfin, comment les contacter sur ce qu'il faut leur dire exactement, sur comment aborder la chose. Euh, voilà, voilà, voilà. C'est cool? Ouais, c'est cool, ouais, on t'écoute. Ok. Donc du coup, actuellement, avec ce qui se passe en ce moment, la crise sanitaire actuelle, on constate qu'il y a justement un problème vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire que souvent, ce qui s'est passé durant ces derniers mois, c'est que soit les salariés ont été en incapacité de se rendre sur leur lieu de travail et donc de produire en fait ce qu'ils font en général comme, comme tâche.
Donc, soit les entreprises se sont mises, soit des boîtes ont fermé, d'autres se sont mises en chômage partiel. Et en gros, il y en a d'autres en gros qui ont su s'adapter sans trop de pertes, et en gros d'autres en fait qui ont en fait fait davantage de chiffres que ceux qu'ils faisaient avant. Donc en gros, pour moi en fait, il y a trois types d'entreprises dans cette crise: celles qui ferment, celles qui s'adaptent et celles qui explosent. Et en fait, ma question c'est, selon vous, dans quel type d'entreprise vous vous situez? Euh, et en gros, celles qui se portent le mieux, d'après ce que j'observe et d'après mon expérience, d'après ce que moi je fais, c'est que euh, elles sont situées principalement sur Internet. Bien plus qui explosent durant cette année 2020 sont celles qui ont un fort impact sur Internet. Donc, euh, voilà, donc pour moi, en fait, Internet, c'est une des clés essentielles pour pouvoir justement réussir dans son business. Après, c'est mon avis, c'est ce que je constate, et à mon avis, ça va aller dans ce sens-là dans les années à venir. Donc, vraiment avoir un impact sur le net, c'est super important. Euh, et en gros, je parle d'impact. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but, c'est toujours d'avoir un produit ou un service qui touche un nombre important de personnes pour pouvoir justement faire le chiffre. Ça, c'est le principe de base. Je n'apprends rien à personne, je pense. Et pour ça, il y a plusieurs moyens, toujours des basiques, hein. C'est avoir une offre qui convertit. Et après, dans la partie plus technique, il y a aussi tout ce qui est publicité en ligne, tout ce qui est Facebook Ads, donc j'écris aussi Instagram Ads, tout ce qui est aussi Google Ads, Snapchat Ads, tout ce que, quand j'ai Ads, c'est advertising. Et en gros, tout ce qui est pub payante, ça marche très bien. Après, c'est pas mon canal de communication préféré. Moi, je suis plus axé sur tout ce qui est négociation, deal avec des partenaires, des influenceurs. En gros, c'est soit des influenceurs ou bien des ambassadeurs. Simplement, la différence, c'est que un influenceur, c'est quelqu'un qui a au moins 500 000 abonnés sur Instagram. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui va avoir, on va dire, plus entre 5 000, 10 000, 50 000 abonnés, voire même 100 000 abonnés sur Instagram. Voilà. Donc, avant de parler technique, on va parler principalement de l'état d'esprit, du mindset, parce que pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence. Et clairement, en fait, c'est le mindset qui, selon moi, permet en fait d'exploser la concurrence. Exploser la concurrence. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai dit au début, c'est vraiment ça qui fait, qui donne en fait la direction à l'entreprise, qui donne, qui met, qui permet en fait d'avoir des standards sur les actions qu'on met en place. Et, et, euh, et surtout, quand je dis d'exposer la concurrence, pour moi, en fait, de base, il n'y a pas de concurrence. Pourquoi? Parce que forcément, dans toute offre que toute entreprise met en place, il y a toujours un côté qui est unique. Genre, les gens qui constituent en fait cette boîte sont uniques, les produits sont uniques, les services sont uniques. Et en gros, si ce n'est pas le cas, si en gros l'offre ressemble trop à quelque chose qui se fait déjà, ben en gros, ce que j'aurais fait, c'est de se reconcentrer sur ce qui fait de nous une entreprise unique, une activité unique, pour pouvoir justement proposer quelque chose qui est vraiment unique, qui est vraiment sans égal, de manière en fait à être numéro un. Numéro un, pourquoi? Parce que à partir du moment où on se considère comme étant le numéro un, euh, ben, clairement, les personnes qui sont en face, en fait, quand on a réussi à trouver un secteur, une segmentation dans laquelle on est numéro un, ben, mais en gros, en fait, le marché réagit différemment. Premièrement, les personnes vont agir différemment, les partenaires vont agir différemment, euh, et, euh, et aussi, voilà, on va augmenter en fait nos standards
qu'on soit numéro un de la ville, numéro un du département, de la région, du pays ou bien même numéro un mondial, il faut trouver un secteur dans lequel en fait on est numéro un, où en fait il n'y a personne qui fait la même chose que nous sur ce secteur-là. Voilà. En gros, le numéro un en fait ne peut pas être comparé, puisqu'en gros il n'a pas de limite. Si numéro un en fait, si on est numéro 2, on peut estimer par exemple qu'on vaut entre ce que propose le numéro un et ce que propose le numéro 3. Mais quand on est numéro un en fait, on ne peut pas être comparé. Et là, en fait, on est en position de force pour proposer, en gros, soit des plus gros deals, soit faire signer des partenariats pour moins cher. Parce qu'en gros, si on est numéro un, ça veut dire qu'en gros, les personnes avec qui on va traiter euh, auront plus d'avantages à traiter avec nous. Donc, en gros, on peut faire des négociations à la baisse. Les partenaires nous font plus confiance. Et tout ça, en gros, c'est des choses qui, mises bout à bout, font une grosse différence sur la manière dont vont se profiler en fait les partenariats, les collaborations. Voilà. C'est bon, ça va, c'est pas trop rapide, c'est assez clair Ah, c'est clair. sur. Ok, cool, cool, cool. Alors, comment être le numéro un en partant de zéro? Ben, en gros, comme je disais, c'est juste trouver en fait une segmentation sur laquelle on est, euh, on est les seuls en fait à pouvoir proposer facilement, que personne ne fait actuellement et qui plaît à au moins 10 000 personnes, 10 000 clients. Pourquoi 10 000? Parce qu'en gros, si on veut tripler ces chiffres, il faut pouvoir avoir un impact minimum sur les gens. Et c'est pour ça que moi, en fait, j'aime bien travailler avec des influenceurs qui ont, on va dire, qui sont autour de 1 million d'abonnés. 1 million, en gros, ça garantit qu'on touche au moins, au grand minimum, 10 000 personnes sur chaque collaboration, sur chaque promotion. Et en termes de retour sur vente, parce qu'en fait, au final, on veut vendre, hein, que ce soit un service, un produit, on veut vendre. Donc, en fait, en termes de retour sur vente, ça garantit euh, ben, une rentabilité intéressante. Voilà. Donc, la partie la plus intéressante. Attends, on avait passé. Ouais, ouais, ouais. Aussi, au fait, oui, aussi, au fait, le fait aussi d'être numéro un, ça conduit en fait à repenser en fait sa communication de A à Z. Par exemple, pour parler de ma marque Noduk Official, de base, c'était une marque de streetwear simple, où on propose des hoodies, des pulls à capuche. Au tout début, c'était des t-shirts, simples, t-shirts et tout, euh, qui partageaient en gros des, euh, des, des punchlines, en gros des catchphrases des plus gros hits US et, euh, et en gros qui se vendaient parce que les gens aimaient les références qu'on prenait et qu'on mettait en fait sur les vêtements. Après, la chose, c'est que je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de pouvoir euh, que les gens s'intéressent à la marque pour la marque et pas par rapport à ce qui est dessus que l'artiste a dit dans sa chanson, mais en fait que les gens aiment la marque pour ce que la marque dégage. Et ensuite, j'ai eu en fait les coachings avec School Lab, petite dédicace, avec School Lab. Et aussi, je me suis pris aussi un coach marketing à la fin du programme de School Lab. Euh, et clairement, à partir de là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être numéro un dans mon secteur? Parce qu'en gros, des hoodies, tout le monde en vend, tout le monde en porte. Mon petit cousin en a, ma tante en a. Donc, en fait, qu'est-ce qui peut faire en sorte que je sois numéro un dans mon secteur? Et ça, en gros, c'est une question en fait que tout le monde peut se poser. Et la chose, c'est que je me suis dit, OK, ce que j'ai appris et tout dans un des coachings, c'est que si on vend quelque chose qui se fait déjà, entre guillemets, genre une commodité, genre un hoodie, clairement, il faut vendre euh, plus cher que tous les concurrents. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on vend plus cher, ça veut dire qu'en fait, les gens auront, comment dire, en fait, il faut en fait marketer la chose, communiquer auprès de la chose pour que ça puisse se vendre plus cher et qu'en fait, on n'ait pas à être comparé à un autre concurrent, à une autre marque en gros qui fait les mêmes produits
mais qui communiquent différemment dessus. Donc, en gros, en fait, le but était de vendre plus cher, de vendre 10 fois plus cher que les concurrents. Sauf qu'en gros, là, je me dis, OK, 10 fois plus cher, comment ça se passe? Ça va être compliqué. Donc, du coup, en fait, ça m'a conduit à me questionner, en fait, sur l'identité de la marque, sur, en fait, qu'est-ce que je partage, comment, en fait, en quoi je serais crédible, en fait, à vendre 10 fois plus cher que ce que je vends maintenant. C'est pas possible. Sauf qu'en fait, si c'est possible. C'est possible. Euh, C'était simple, simple, entre guillemets, je me suis creusé la tête. Avec mon équipe, tout ça, on a brainstormé, on a passé des jours, des nuits dessus. Et clairement, la chose, c'est que en, en prenant le segment du luxe, ben, en fait, ça fait que euh, on peut être plus crédible, en fait, à passer d'un prix de $70 à un prix qui est, on va dire, à 300, 400, 500 dollars. Ce Audi-là est vendu à $375. Euh, mais c'est bien de dire qu'on est dans le luxe, mais après, comment en fait vendre ça aux gens, quoi? Enfin, on passe, on passe d'une marque de streetwear à une marque de luxe urbain. C'était un peu, on va dire, compliqué en fait à amorcer. Et en gros, ben, ce qu'on a fait, c'est simple. En gros, en fait, pour être le numéro un de mon secteur, pas du secteur, de la marque, en gros, c'est que on s'est niché ben, sur les danseurs. En gros, on est la marque de luxe urbaine numéro un pour les danseurs, danseurs urbains. À partir de là, qui est-ce qui fait ça dans le monde? J'ai regardé, pas grand monde. Ce qui se fait, c'est qu'il y a plein de marques qui se vendent. Pour les danseurs, ça se fait. Dans le luxe, ça se fait. Mais dans le luxe, pour les danseurs, mais en gros, je vois personne qui fait ça. Ni en France, ni aux States, enfin, ni nulle part dans le monde. Peut-être que, enfin, ça se fait peut-être, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Et en gros, en communiquant dessus au fur et à mesure, ben, en fait, les gens ont commencé en fait, à adopter ce positionnement. Et, euh, et ça fait que voilà, on a pu en gros juste entamer, juste en entamant en fait cette transition, euh, ben, les gens ont continué à acheter. Il y avait forcément un peu moins d'achats, mais avec des prix euh, 5-6 fois plus élevés. On était déjà plus rentable en 1 ou 2 mois que dans les 4-5 mois qui ont précédé. Donc du coup, ça en fait, c'est euh, des choses qui font la différence. Être numéro un, se positionner comme étant le numéro un fait vraiment une grosse différence. Voilà. Et donc voilà, en fait, moi j'aime bien en fait pour promouvoir maintenant, parce qu'en fait, il faut ok communiquer sur la marque, mais aussi il faut la promouvoir. Ou alors, que ce soit un business, peu importe, des œufs végétaux ou bien salut au merveilleux, pardon. C'est des partenaires chez School Lab. Que ce soit que ce soit des œufs végétaux ou alors un service de covoiturage automobile, ben, clairement, en fait, se positionner en tant que numéro un, en fait, peut faire la différence, enfin, va faire forcément la différence. Et comment, en fait, bosser avec des influenceurs par rapport à son activité? Ben, déjà, il faut trouver des influenceurs qui sont euh, legit, qui sont cohérents avec ce qu'on vend. Donc, je vais rester en fait sur l'exemple des hoodies. Donc, en gros, comment trouver un bon influenceur? Alors, moi, en fait, ce que j'aime faire, comme j'ai dit, c'est partir sur des influenceurs qui sont autour de 1 million d'abonnés. 1 million, sauf que là, on se dit, OK, 1 million, comment on les contacte? Comment on fait pour même entamer une discussion avec eux? Qu'est-ce qu'on dit, etc. Euh, voilà. Les gens, en général, sont perdus par rapport à ça. Et la chose, c'est simple, c'est que, premièrement, en gros, si je suis sur le secteur de la danse, ben, en gros, je peux chercher par rapport au hashtag. Par exemple, je peux taper hashtag Urban Dance sur Instagram. Et derrière, je vais trouver pas mal de pages de danse, des petits profils, des moyens profils, peut-être rarement des gros profils, mais au fur et à mesure, en fait, d'un profil à l'autre, on trouve en fait ben, des profils qui correspondent un peu à ce qu'on cherche.
il faut que ces profils-là aient premièrement un engagement suffisant. C'est-à-dire que moi, je pars sur un minimum de 100 commentaires par post. Si tu es à 50 commentaires ou à 20 commentaires par post, bah, écoute, pour moi, c'est pas assez engageant. C'est pas en fait euh, un influenceur en profil qui a suffisamment d'influence euh, euh, auprès de sa communauté. Donc, je pars sur un minimum de 100 commentaires par post. Euh, à, par- à partir de là, que l'influenceur ait, je sais pas, 500 000, 800 000, 1 million, 2 millions, ou bien même, je sais pas, 100 000 abonnés, s'il a 100 commentaires sur ses posts et que les commentaires sont des vrais commentaires, parce que ça aussi, il faut vérifier, bah, clairement, ça fait que, euh, bah, qu'en fait, un profil qui a 100 000 abonnés est aussi influent, peut être aussi influent qu'un profil qui a 800 000 abonnés, parce qu'il est engageant. Le but, en fait, c'est que l'influenceur soit engageant. Qu'en gros, lorsque il, euh, il lance un post, il lance une story, euh, voilà, quand il communique, en fait, sur son Instagram, qu'il ait des retours, en fait, de sa communauté. S'il n'a pas de retour, il a une audience, mais pas d'engagement. S'il y a des retours, enfin, s'il n'y a pas de retour, s'il y a des retours maintenant, s'il y a des retours conséquents, en fait, peu importe enfin, son audience, ben, en gros, son audience est engagée. Et, euh, et clairement, ça fait une grosse différence sur le choix d'influenceur. Deuxièmement, ce qui peut être aussi intéressant, c'est d'obtenir ses vues de story pour savoir en gros enfin, combien de personnes y touchent sur ces stories. Parce qu'en gros, on peut limite acheter des commentaires, on peut acheter des likes, on peut acheter des abonnés, on peut acheter tout, on peut tout acheter dans ce monde. Par contre, les stories, c'est pas possible. Donc en gros, voilà, c'est une preuve aussi qui justifie en gros qu'il soit suffisamment influent ou pas. Combien de vues de story en général? Moi, je pars sur un minimum de 50 000 vues de story pour pouvoir faire des promotions qui sont réussies, quoi. Parce que en deçà, ça rend en fait la promotion moins. C'est c'est plus qui tout double. C'est-à-dire qu'en gros, si tu n'as pas 50K en story, ben en gros, ta promotion en fait peut fonctionner comme peut ne pas fonctionner. Si tu as 50K avec des commentaires qui vont avec sur tes posts, ben en gros, je peux choisir, enfin, je peux estimer que tu es legit, que ta communauté est responsive et qu'en gros, quand ta communauté va voir en fait euh, mes produits sur toi, ils vont réagir, ils vont passer à l'action. Donc il y a ça. Donc comment les trouver sur Instagram par rapport au hashtag? On peut aussi taper des profils qui sont connus, enfin, qu'on voit à la télé. Et derrière, en gros, on peut trouver soit ces profils-là en question, et aussi on a des recommandations Instagram qui vont aller proposer enfin, des profils similaires. Donc on peut en fait facilement avoir 5, 10, 15, 20 profils du même style euh, sur Instagram, quoi. Petite précision, attention aux profils qui ont une pastille certifiée. C'est pas parce que tu es certifié que tu es forcément engageant. Donc, par exemple, comme je suis dans le sport, je connais certains sportifs aux US qui sont en NFL, qui ont une pastille NFL, enfin, qui ont une pastille de profil certifié sur Instagram, mais qui ont 800 abonnés. Donc, du coup, voilà, attention au profil certifié, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Comment maintenant les contacter? Comment, là, on a trouvé en fait l'influenceur qu'il faut pour faire une promotion successful, être le numéro un sur la promotion, sur les ventes et aussi sur notre secteur. Comment maintenant on fait pour les contacter? Alors, ce que je conseille, c'est vraiment de les contacter par email. Email simple. Souvent, ils ont un email écrit sur leur description, ou alors il y a un petit bouton email, voire même certains ils mettent leur numéro de téléphone. Donc clairement, en fait, ce que je fais, c'est que je prends toujours le numéro de téléphone, au cas où s'il retire après, et je contacte l'influenceur par email, ou alors mon équipe les contacte. Euh, tac, tac, tac. Et que dire en fait, que dire dans l'email? Là, en gros, je vais vous renvoyer
au livre Influence et manipulation de Monsieur Robert Cialdini. C'est un livre très intéressant qui, est, qui, est- qui donne des clés de réussite dans toute négociation, dans toute offre qu'on propose à ses clients, à des partenaires. Voilà. Et en gros, clairement, en fait, il énonce six principes de base à intégrer à chaque fois qu'on est dans des rapports business, dans des rapports de partenariat, dans des rapports à des clients. En gros, c'est ces six leviers-là qui font la différence à chaque fois. Moi, en fait, si je constate que j'ai créé un partenaire et qu'il manque en fait euh, un de ces leviers, ben, en gros, je recommence en fait ce que j'ai écrit pour vraiment agencer la chose de manière fluide et qu'il y ait ben, ces six principes. Ces six principes sont premièrement la réciprocité, c'est-à-dire que on te donne, tu reçois. Donner, vous recevrez. Par exemple, si vous allez à la Foire de Paris, à Porte de Versailles, et qu'en gros, il y a des stands avec une dégustation, bah, souvent, les personnes qui sont dans les stands vont aller proposer gratuitement de goûter, je sais pas, un fromage laitier qui sort d'Auvergne. Et en gros, ça augmente limite de 15 à 20% bah, le fait que celui qui goûte va en fait aller acheter le fromage en entier. Donc en gros, la réciprocité, quand vous donnez euh, en amont, mais il y a beaucoup plus de chances que vous receviez. Donc en fait, ça permet en fait de baisser les barrières de l'influenceur et de l'attaquer de front. Il y a aussi l'engagement et la cohérence. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est souvent sur les sondages. Si on remarque bien, euh, souvent dans les sondages, surtout bon, dans les sondages, euh, les personnes qui posent les questions orientent les questions. Par exemple, on va demander, exemple bête, est-ce que vous êtes pour la nature, pour le fait de sauvegarder l'environnement? Forcément, les gens vont dire oui. Et si maintenant, on demande après, est-ce que vous êtes pour le fait d'afficher un panneau dans votre jardin euh, pour, euh, pour véhiculer un message afin de sensibiliser les gens à la protection de la planète, il y a plus de chances que vous le fassiez plutôt que vous refusiez, juste parce qu'en fait, vous avez euh, engagé, en fait, enfin, répondu, en fait, par l'affirmative que vous êtes pour la nature. En gros, en fait, l'être humain, en fait, là, c'est de la psychologie sociale, en fait. L'être humain, en gros, va va agir de manière cohérente par rapport aux engagements qu'il a émis en amont, même si, en fait, l'action à faire en question ne correspond pas exactement à ce qu'il aura fait de base spontanément. Voilà. Donc ça, en gros, c'est à mettre dans le petit mail influenceur. Voilà. La preuve sociale, c'est simple. Combien de personnes ont déjà fait ce que je fais là avec vous? Si il y a 500 000 personnes qui ont déjà collaboré avec moi, qu'est-ce qui t'empêcherait toi aussi de collaborer, de collaborer avec moi? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément faire au début. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément de collaboration en amont. Clairement, moi, ce que je fais, c'est que dans mes mails de contact influenceur, je dis que j'ai déjà collaboré avec Ghetto Spider, avec Aspect Javi, avec Jessica, Vanessa. Et pareil, je précise à côté leur nombre d'abonnés, leur nombre de followers. Ce qui fait que derrière, en gros, toi qui as peut-être moins de followers que lui ou qu'elle, ou qui a un nombre équivalent de followers, euh, ou peut-être plus, mais en fait, tu vois que j'ai déjà bossé avec plusieurs personnes, qu'est-ce qui va en fait faire que tu vas refuser ce que je te propose, alors que d'autres ont déjà accepté. Voilà, ça c'est la preuve sociale. Donc, comment faire pour insérer la preuve sociale au tout début? Ben, ce qui est possible de faire, c'est euh, d'enjoliver un peu la réalité. Par exemple, si vous avez déjà fait des ventes ou alors vous avez déjà fait des sondages, on y revient, des sondages ou alors, voilà. Euh, Ce qui peut être intéressant, par exemple, c'est les lead magnets. Genre, en gros, on poste sponsorisé sur Facebook, par exemple, des gens qui répondent à une enquête. En gros, on peut dire qu'il y a tant de personnes qui sont déjà intéressées par ce produit-là, et en fait, on vous le propose. Si par exemple, il y a 1000, 2000,
5000 personnes qui sont intéressées, mais en gros, ça sous-entend qu'il y a 5000 personnes qui vont acheter. C'est pas forcément vrai, mais en gros, ça peut sous-entendre tout ça, ce qui fait que ça fait de la preuve sociale. Voilà. La sympathie. Si l'influenceur constate qu'on parle le même langage, enfin, on aime en fait les personnes avec qui enfin, qui se ressemblent façon, qui se ressemblent façon, simple. Et il a été prouvé que une négociation de partenariat business peut avoir 45% de chances euh, de plus d'être conclu entre des partenaires qui sont partis en amont manger une pizza ou bien jouer au golf ensemble que si en fait ils sont rentrés directement en gros dans le vif du sujet. C'est pour ça que, par exemple, moi ce que je fais directement, c'est que quand mes partenaires en gros acceptent, enfin sont intéressés par ce que je propose, ben, en gros je leur propose qu'on puisse discuter ensemble par DM sur Instagram. Par DM, c'est différent que par email. Par email, c'est formel et tout. Quand on passe par DM, bah, les gens sont plus eux-mêmes, sont moins sur la défensive. Ils, euh, ils peuvent commencer à être un peu plus détendus, etc. Et derrière, boum, ils sont plus à même à recevoir un uppercut et accepter ben, des partenariats. Il y a aussi l'autorité. Par exemple, si je vous dis que je suis sportif de haut niveau, que j'ai déjà collaboré avec des influenceurs qui ont des millions d'abonnés aux États-Unis, qui est un marché le plus concurrentiel au monde. Si je vous dis que j'ai été invité à la Fashion Week le mois prochain et en octobre par un pote de Will Smith que j'ai rencontré sur Paris au Ritz en mars dernier, ce qui est vrai, clairement, en fait, l'autorité, en fait, ça fait la différence. Ça fait son effet. Ça fait son effet. Donc, l'autorité a toujours inséré dans, dans les mails de contact, dans toute négociation, en fait, voilà, qui je suis. Qui je suis. Qui est-ce que je suis pour pouvoir te proposer ça? Voilà. Et aussi la rareté. En gros, voilà, c'est simple, c'est encore de la psychologie sociale. Les gens, en gros, euh, comment dire, vont vouloir avoir ce qu'ils peuvent manquer plus tard. C'est-à-dire que si je te dis que je bosse avec juste 10 personnes et que là on est à 8 et qu'en gros on a envoyé le mail à 50 personnes, il se peut que tu rates l'opportunité. Ça se trouve en fait, je vais bosser avec plus de personnes que 10, hein, mais comme tu vois l'opportunité, tu vois en fait que ce que je vais t'offrir est, est plus intéressant que si en gros tu le rates, mais en gros il y a des chances en fait que tu puisses ben, justement accepter plus rapidement qu'on bosse ensemble. Donc ça, c'est des éléments à intégrer dans vos mails de contact influenceurs pour pouvoir ben, justement avoir plus de chances de les contacter, d'avoir une réponse déjà, mais qu'ils acceptent, deuxièmement. Et le principe de rareté, c'est exactement le même principe de l'urgence lorsqu'on dit qu'il reste plus que 2 jours pour profiter des soldes et tout. C'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, donc maintenant qu'on a envoyé ça à notre influenceur, qui est super gentil, qu'il a kiffé en gros notre mail, euh, comment déjà avoir une réponse? Parce que si on part sur des influenceurs à 1 million, après je vous dis pas forcément de partir sur le million, hein, mais je parle de mon expérience et peu importe en fait que vous contactiez des influenceurs à 10 000, 50 000, 500 000 ou plus, le principe est le même. Et en gros, ils peuvent toujours soit ne pas être sur leurs emails, soit ils peuvent ne pas être intéressés, soit en fait ils peuvent voir le mail, mais en fait se dire ouais, c'est pas intéressant. Par rapport à l'email, en fait, par rapport aux 6 principes, le mieux de ce que je fais, de ce que je vois qui fonctionne, c'est commencer par l'autorité, qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. Et deuxièmement, directement rentrer dans le vif du sujet, enfin, voilà en fait ce que je propose. What you need for me. En gros, qu'est-ce que dans ce que tu me proposes, en fait, il y a pour moi. En fait, c'est ce qui va se poser comme question. Qu'est-ce que moi je gagne, en fait? Qu'est-ce que moi je gagne? Et clairement, en fait, en deuxième ligne de mail, je lui dis clairement, en gros, ce qu'il a gagné par rapport au partenariat. Et voilà.
j'ai des petits secrets à pas trop révéler parce que, parce que je suis arrivé à un point où les influenceurs, je ne les paye plus. Euh, j'ai réussi à, à amener la chose de telle manière que ils sont contents, ils sont encore plus contents de travailler avec moi sans que je les paye en amont et sur du plus long terme. Donc ça, c'est quand, enfin, voilà, truc de ouf, truc de ouf. Donc voilà, autorité, what need for me. Donc c'est la réciprocité en fait. Qu'est-ce que tu me donnes quoi? Derrière un peu de preuve sociale, encore un peu d'autorité, de la rareté, et puis finir par la sympathie. En fait, la sympathie en fait se décline en fait un peu à chaque étape du mail quoi. En fait, quand tu quand tu quand tu parles le même langage que ton influenceur, ben, en fait il va te trouver un peu plus plus sympa que gros, enfin que si vous parlez comment dire que si vous parlez à quelqu'un, enfin que si vous parlez comment dire différemment, enfin voilà, si vous n'avez pas le même langage, voilà. Et dernière chose, puisque je vois que l'heure avance, dernière chose, euh, pour avoir des réponses conséquentes et assez intéressantes, il faudrait envoyer entre 50 et 100 emails pour avoir au début 15 réponses. Parce que forcément, le maître n'a pas forcément euh, super bien construit au début, mais au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Et au début, j'ai envoyé 150 emails pour avoir 5-10 réponses. Maintenant, j'envoie 3 emails, j'ai 2 réponses. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, ça dépend des influenceurs, ça dépend, etc. Parfois, ça peut être aussi intéressant de les relancer, de les follow-up. Euh, voilà. Est-ce que Paul, c'est bon? Est-ce qu'on est dans. Enfin, 1, 2, 3. Est-ce qu'on est dans les temps ou pas? Ouais, écoute, on est dans les temps. Je sais pas enfin, je sais pas exactement ce que tu as prévu pour la suite et où est-ce que tu en es exactement dans ton plan, mais en tout cas, c'était assez intéressant tout ce que tu as évoqué, notamment sur les structures de tes mails et sur voilà, cette stratégie que je vais appeler un peu abruptement de cold mailing. Et là, en Ouais, l'occurrence, on peut. à destination des influenceurs, mais je pense que c'est un insight hyper intéressant. Je veux bien que tu recites le nom du livre dont une partie de la théorie que tu nous as expliqué est issue aussi pour tout le monde. Ouais, très important. Très important. C'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. J'ai pas de lien affilié, c'est dommage. Mais voilà, c'est un livre qui est très intéressant, qu'on peut trouver à la Fnac, sur Amazon, voilà, tranquille. Et les deux points en fait que je voulais aborder enfin, c'est négocier un tarif avec l'influenceur et en fait comment réaliser une promotion. Parce qu'au final, quand on est un influenceur, qu'est-ce qu'on fait avec lui en fait? Donc, je pense que ça risque de déborder un peu. Ça aussi, on prévoit un deuxième webinaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Bah, je pense peut-être essayons de faire ces deux points-là parce qu'ils sont en complète continuité avec le sujet du Ouais, webinaire. Et ouais. ouais, je pense, vas-y. Donc, du coup, pour négocier un tarif, euh, au début, ce que je faisais, c'est que en fait, souvent, les influenceurs, en gros, demandent, enfin, soit en fait, ils répondent en disant, moi, je veux tant pour un partenariat, soit en gros, ils demandent combien on est prêt à payer. Et c'est souvent les deux cas de figure. Euh, et il y a aussi, en fait, soit par email, soit par téléphone. Donc, en gros lorsque l'influenceur demande un tarif fixe, ben, dans tous les cas, enfin, dans tous les cas, en gros, je vais dire qu'on a prévu un tarif euh, enfin, et le tarif annoncé est 4 fois inférieur au prix de l'influenceur, peu importe le tarif. Par exemple, mon premier partenariat US, premier, deuxième, ouais, c'est le premier, je crois. C'était pareil, un mec de LA qui me demandait 2500 $ pour le partenariat. Je lui ai dit qu'au début, on a prévu un tarif de 700 $, 500. Donc, de 2500 à 500, il y a quand même une différence. Il y a quand même 2000 de différence. 2000 de différence. Et que voilà, je vais voir avec mon patron
moi, s'il y a moyen, en gros, qu'on puisse négocier, etc., qu'on puisse élever, en gros, la barre tarifaire de l'entreprise pour l'influenceur et qu'on revient, enfin, et qu'on revient vers lui, mais que, voilà, de ce côté, qu'il peut faire un effort et tout pour qu'on puisse justement arriver à une entente, quoi. Donc, derrière, il m'a proposé 1 000 $. Là, j'ai vu le mail, je n'ai pas répondu. Et 2 jours après, il a répondu. Enfin, ça, c'est à l'époque où je n'avais pas encore d'équipe. Et 2 jours après, il m'a répondu, OK, c'est cool pour 500. Donc, du coup, on est passé de 2500 à 500 en 3 emails. Donc, clairement, en gros, le fait de dire qu'on a prévu un budget 4 fois inférieur, en fait, il faut dire que voilà, on a prévu un budget de temps pour la promotion. Donc, voilà, donc voilà, est-ce que c'est possible de faire un effort star? Voilà. Mais en fait, le prix que je fixe, c'est un prix qui est 4 fois inférieur au tarif de base qui est demandé. Donc en gros, s'il accepte, bah, c'est cool, bingo. S'il dit que non, c'est pas possible, ben en soi, soit on augmente un peu pour voir en fait si il accepte de descendre aussi, soit on passe à un autre parce que business is business. Donc s'il faut ben, qu'on ait un autre similaire ou bien même un autre meilleur ou bien un autre qui est un peu moins bien mais qui est dans les tarifs et qui fait le taf, ben écoute, on va pas rester sur un qui fait une fixette sur un prix, quoi. Voilà. Donc il y a ça. Quand il demande combien on est prêt à payer pour un partenariat, ça c'est une question piège pour moi parce qu'en fait, quand il pose la question, si on répond, c'est lui qui est en position de force. Dans le sens où il va dire, ben ok, en fait, quand on dit un tarif en premier, en fait, ça lui laisse le choix de dire soit il est d'accord, soit qu'il n'est pas d'accord, soit qu'il veut plus, soit qu'il. Et soit même on peut proposer plus que ce qu'il s'attend à recevoir. Donc du coup, quand il demande enfin, combien on est prêt à payer, ben simplement la bonne réponse, c'est combien on paye d'habitude. Voilà. En fait, on demande en fait quels sont ces tarifs habituels, combien en fait les partenaires leur payent en général. Et en fait, à partir de ça, on s'aligne pareil. Ben voilà, on a prévu tant, un peu en dessous, un peu en deçà, etc. Et voilà, on négocie comme dans le cas numéro 1. Maintenant, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, avec mon équipe, j'ai des gens sur place à Houston et aussi en Floride qui peuvent en fait appeler les influenceurs de vive voix pour, euh, pour négocier avec eux en ligne, au téléphone. Et ça, en gros, ça fait intervenir la sympathie qu'on a abordée précédemment, dans le sens où ils voient, ils entendent quelqu'un, ça donne confiance. Et là, c'est le même principe qui s'applique. Euh, tac, tac, tac. Ouais, c'est le même principe. Sauf que là, en gros, on expose un peu l'offre. On revient en fait sur les détails qui ont été dits dans l'email. Et à la fin, très important, ne jamais accepter ou refuser, pardon, de collaborer ou voilà. En gros, la bonne réponse c'est toujours je vais réfléchir. Ça, c'est basique pour certains, peut-être pas forcément pour d'autres, mais peu importe ce qu'il en sort, si on est content ou un peu déçu de comment s'est passée la discussion, il faut toujours dire qu'on va réfléchir et après on confirme le tout par email. Voilà, donc c'est ça, c'est soit par téléphone, soit par email, plus maintenant par téléphone, pour moi en tout cas, et je vous le conseille, hein. Voilà. Et dernière chose, comment faire la promotion, comment réaliser la promotion. Alors, euh, je donne en fait mon exemple à moi. Après, c'est à vous d'adapter par rapport à votre activité. Clairement, en fait, moi, j'aime bien partir sur des teasers. Des teasers, en gros, pour préparer en fait les gens pour semer des graines, en fait. Enfin, pour commencer, en fait, à ce que les gens puissent voir en gros les modèles sur l'influenceur, qui puissent se mettre dans des situations avec. Si on part sur des danseurs, et en fait que le danseur puisse danser en portant ces vêtements-là. Après, comme on est sur euh, un positionnement luxe, donc en gros, faire attention à ce que là où il danse soit cohérent avec, avec l'image de la marque. Par exemple, on va les inviter à
à danser, soit avec des voitures de luxe à côté, soit dans des lieux qui sont un peu huppés, etc., pour conserver en fait l'image de la marque et voilà, taper dans ce public-là. Donc ça, c'est des teasers et tout, principalement la semaine et en général les promotions le week-end. Pourquoi le week-end? C'est simple, parce que en fait, les gens sont disponibles le week-end, disponibles pour scroller sur Instagram, disponibles pour aller faire du shopping, disponibles pour acheter en ligne. Et clairement, en fait, si une boîte peut vendre en ligne, peut vendre en masse en ligne, ben clairement, ça fera la différence, ça aidera à tripler ses ventes, même en temps de crise. Pourquoi? Parce qu'en fait, en temps de crise, les gens, en fait, veulent toujours consommer. Même parfois, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que les personnes, en fait, ont consommé davantage en ligne pendant la crise qu'avant. Donc, du coup, en gros, ben voilà, x3. Le but, c'est x10, les gars. C'est x10. Donc, clairement, les teasers dans le premier temps et les promotions en elles-mêmes. Comment ça se passe? Moi, je préfère les promotions principalement en story. Donc, en fait, les teasers, c'est plus en post et les promotions en story. Pourquoi en story? Parce qu'en story, en fait, il y a le swipe up. En fait, à partir de 10 000 abonnés, il y a un swipe up qui redirige directement soit sur le site, ou alors sur l'offre, ou alors sur la page ClickFunnels ou system.io, ou alors sur ce que vous voulez, sur le lien que vous voulez. Et en gros, euh, en mettant en avant le social proof, l'autorité de l'influenceur, la sympathie qu'il a par rapport à ses abonnés, à ses followers, en, en mettant en avant sa preuve sociale, parce que forcément, s'il a beaucoup d'abonnés, donc forcément, c'est beaucoup de gens qui le suivent. Donc, c'est à partir de là, c'est forcément de la preuve sociale. Et en offrant, par exemple, je sais pas, une réduction, ou alors des produits en plus, ou alors des choses en plus, c'est de la réciprocité. Euh, en les engageant également, en posant des questions en story, genre en gros, est-ce que tu aimes? Oui, non, est-ce que tu veux acheter? Vas-y. En, 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 en les engageant aussi sur les stories avec des story votes. En gros, c'est tous les systèmes d'influence manipulation qui sont retranscrits en fait à la fois dans les emails, mais aussi dans la promotion en story. Donc c'est en reprenant tout ça que clairement en fait on va prendre le maximum des followers de l'influenceur pour qu'ils aillent sur notre site, sur notre page de vente, sur notre programme, sur notre application, sur ce que vous voulez. Avec le petit swipe up. Et, euh, et donc voilà, il y a encore des choses à dire, plein de choses encore à développer, mais je pense que j'ai dit l'essentiel. Si vous souhaitez voir un peu ce que je fais, vous pouvez vous abonner à mon Instagram personnellement. Ah oui, la surprise en fait entre le business et le sport de haut niveau. Paul, j'ai un peu de temps ou pas? Ouais, t'as 5 minutes, 3 minutes. 5 minutes? Il y a des questions ou pas? Je ne sais pas s'il y a des questions dans l'audience. Normalement, elles apparaissent au fur et à mesure, mais là, j'en ai pas vu passer. Ça Si des marche. personnes ont des questions, c'est le moment de les poser en tout cas, puisqu'on arrive en fin de webinaire. Et puis en attendant que les gens s'expriment, je pense que tu peux nous dévoiler la cerise du gâteau. Oui, donc comme je le disais déjà, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner sur mon Instagram personnel et aussi sur l'Instagram de la marque. Donc en fait, mon Insta perso, c'est JN Crétinoir, CRETINOIR. Et mon Insta perso, et l'Insta de la marque, c'est New Drip, DRIP, official, OFICIAL. Et en gros, voilà. Souvent, on me pose la question de est-ce que c'est pas trop dur d'associer en fait le sport de haut niveau avec ton activité, l'entrepreneuriat? Est-ce que tu as le temps de t'organiser? Comment ça se passe, etc. Et en gros, la chose, c'est que la vérité, c'est que les deux en fait sont très très liés. C'est même plus lié que les études et le sport. C'est comment dire, les deux en fait peuvent se marier, sont assez en symbiose, dans le sens où la mentalité à avoir dans le sport de haut niveau, ben, c'est la même à avoir dans le business, que ce soit dans la persévérance, dans la fixation des objectifs, que ce soit dans l'organisation des différents steps à, à passer pour passer d'un point A à un point B.
Donc, clairement, c'est très similaire. Il y a aussi le fait que la motivation, l'engagement, la volonté de réussir sont des choses qui sont euh, communes aux deux secteurs d'activité, le sport et le business. Et, euh, et clairement, en gros, euh, être sportif de haut niveau, ça me donne même un avantage dans le business par rapport à d'autres sur tout ce qui est, en fait, il y a des routines en fait que je mets en place le matin, par exemple, sur le sommeil, sur l'alimentation, sur la quantité d'eau que je bois dans la journée, euh, sur aussi le fait euh, de faire de la visualisation, le fait de faire des affirmations euh, par rapport à mes objectifs, par rapport à tout ce que je veux obtenir. Ben, en gros, euh, enfin, en faisant pareil, en transposant ça du sport au business, ben, en gros, ça m'a donné en fait euh, des résultats intéressants. Euh, et carrément, en fait, vraiment, la visualisation, c'est une des choses qui fait la grosse différence, dans le sens où j'avais prévu, en fait, à un moment donné, en 2019, parce qu'en fait, la marque a été créée en 2019, hein, et en 2019, je me suis dit que ce serait bien que je puisse participer à une Fashion Week. Et en fait, un an plus tard, un an après la création de la marque, j'ai le pote de Will Smith qui s'appelle Monsieur David Haynes, qui est de Los Angeles, qui m'a invité en gros à présenter mes collections sur les Fashion Week de New York, de Paris et de Milan. Donc clairement, la visualisation, euh, avoir un but qui peut paraître impossible et tout faire pour l'atteindre, comme si en gros ça allait arriver, mais en gros, c'est des choses en fait qui font la différence sur les actions, sur les gens qu'on va rencontrer, sur comment on se présente et puis aussi sur les résultats au final, quoi. Et ça, c'est un truc incroyable qui s'est passé pour moi cette année. Et je vous encourage à mettre en place ce genre de, de routine, d'habitude également. Mm. Voilà, voilà. Hyper intéressant ce dernier point. Faudrait voir, mais je pense qu'il y a probablement un contenu à créer. Je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, mais justement sur ces routines que tu as mis en place, ces routines de travail, ces routines de visualisation, méditation, de santé aussi. Tu parlais de quantité d'eau et tout, ça pourrait être. Et comment Ouais, tu as mis ces routines au service de ta réussite entrepreneuriale, ça pourrait être ouais. assez original et assez intéressant, je pense, à garder dans un coin de la tête, mais je reviendrai vers toi. Ça marche, ça marche. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. J'en avais pas vu passer en tout cas dans le chat. Donc j'imagine que c'est bon pour tout le monde. Ok, cool. Je vais clore le recording. Tac. Merci beaucoup.